Vous écoutez Pierre Nantel. Lors de parler de notre fameuse crise du logement avec notre analyste senior en politique publique, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Alors, parlons-en de cette... Je racontais hors micro qu'hier encore, au coin de Saint-Laurent et de Crémazie, j'ai vu un campement où des gens étaient là, puis c'était très, très clairement pas une personne empreinte à des troubles de santé mentale. C'est quelqu'un qui s'était rabattu sur ce choix-là. C'est-à-dire que tu as des beaux logements, tu as des beaux condos, des sœurs, tu as des logements ordinaires, tu as des logements bien miteux. Puis, en bout de ligne, lui, il disait, je vais autant avoir une tente. Il y avait même une génératrice. C'était incroyable. Alors, on a besoin de logements, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, la mairesse Plante a présenté un plan il y a de cela environ un mois. Puis il y a certains objectifs, dont deux sur lesquels on va particulièrement s'attarder aujourd'hui. Le premier, c'est la question du logement social et communautaire. Quand on regarde le portrait de ce type de logement à Montréal aujourd'hui, on a environ 67 000 logements sociaux et communautaires. On parle de 7 % du parc immobilier montréalais. Maintenant, le nouveau plan, c'est-à-dire le plan d'urbanisation et de mobilité 2050, le PMU, propose de monter jusqu'à 20 % de ce type de logement. Il faut dire que ça va coûter quand même plusieurs milliards de dollars, ça va être très compliqué et une grande partie de ces logements vont être achetés du marché actuel. Et ça, il va y avoir un impact pour ceux qui vont vouloir se loger sur le marché privé et qui auront moins de logements. Donc, ça va apporter certaines problématiques et surtout à la vue du parc de logements que la Ville de Montréal gère par le bras qui est l'Office municipal d'habitation de Montréal. Exactement. Oui. Quand on regarde le portrait des HLM à Montréal, c'est dur. On en parlait pas trop loin d'ici, pas trop loin du studio, on voit certains HLM placardés. La réalité, c'est que de 2019 à aujourd'hui, il y a eu une hausse du taux de vétusté. On est passé de 50 % de ces logements-là à Montréal à environ 80 %. Attends une minute. Donc, un indice de vétusteté, je ne sais pas s'il y a un E entre TUS et le TE, mais de vétusteté, il est passé à 80 %. Il était où? À 50 % en 2019. Donc, en 2019, les logements étaient vétustes. 1 sur 2 était qualifié de vétuste. Et c'est passé à 80 %. Alors, on parle des bâtiments. Donc, c'est pas un pour un au niveau des logements, mais globalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une accélération intense de la vétusteté. Et là, on voit que l'OMHM n'a pas fait tous ses devoirs dans certains rapports. Et ça, c'est problématique parce qu'on se dit, voici la détérioration du parc de logements sociaux. Est-ce qu'on leur confie d'autres logements? Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est le premier élément du plan d'urbanisme et de mobilité où on se dit un instant, avant de commencer à vouloir créer des milliers de logements sociaux, parce que moi, j'ai compté ça à environ 161 000 logements additionnels sociaux et communautaires, il faut déjà s'assurer que ceux qu'on a d'abord sont habités par les familles qui en ont besoin, parce qu'il y a des centaines, sinon des milliers de ces logements-là qui ne sont pas habités. Et donc, il faut vraiment s'attaquer à ça. Maintenant, le deuxième point qui me semble absolument incontournable du PMU, c'est l'objectif de construction de nouveaux logements auprès de la mairesse Plante. D'ici 2050, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va construire environ 200 000 logements supplémentaires. Ça peut paraître ambitieux quand même, 200 000 logements en 25-26 ans. Mais la réalité, c'est quand on fait la moyenne des 5 dernières années des mises en chantier. On se dit, on va regarder ça par rapport à actuellement. Quelle est la tendance? Mais la tendance est assez claire. Elle est à combien par année? Elle est à 10 500. Là, après ça, on se dit fois 26. Ouais. On est à environ à 273 000. Donc, 200 000 logements, l'objectif est inférieur à la réalité actuelle, qui mettrait à 260 000. Voilà. On est devant une réalité. On est devant. Je m'étonne d'avoir fait tous les calculs. Ah ben vous avez fait les calculs assez rapidement. Wow. Mais déjà plus rapidement et de façon plus juste que l'équipe en place à la Ville de Montréal. Parce que vous trouvez qu'il pourrait avoir des ambitions plus hautes? Mais c'est qu'en fait, on peut pas présenter un plan de logement qui se veut ambitieux en disant qu'on construit moins que la tendance actuelle. Pour nous, on est quand même devant on va le dire, un manque sévère de logements à Montréal. Encore une fois, le Journal de Montréal a sorti un sondage en novembre 2023 qui est très parlant. Les répondants du sondage pouvaient cocher 3 secteurs qui semblent prioritaires pour eux et le logement est loin devant le reste. C'est-à-dire que si on sait que sa population a besoin de davantage de logements, en fait, et que le plan qui est déposé, en comprenant, je mets des guillemets parce que je peine à voir comment on a calculé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter un plan qui est moins ambitieux que la réalité. Je suis d'accord avec vous. Si c'est le cas, c'est très, très bizarre, effectivement. Puis c'est drôle parce que
il me semble qu'il y a eu des moments où notre société a fait face à la hausse de la natalité. Je pense, entre autres, moi, j'habitais Longueuil pendant de nombreuses années. Il y avait un grand parc locatif qui a été développé à une certaine époque, puis on accueillait les gens, on voyait ça comme... C'était la responsabilité de la société de loger son monde. Aujourd'hui, il y a comme on arrive par toutes sortes de méandres à un échec. On arrive à un échec, on arrive également à une diminution des mises en chantier. Quand on regarde les 6 premiers mois, on a 2021 qui est une année qui était particulièrement bonne en matière de mise en chantier. 2022, il y a une diminution par rapport à 2021. 2023, une diminution par rapport à 2022. Là, on se dit à quel moment on va stabiliser pour augmenter. Et la première moitié de 2024, dans la ville de Montréal, on constate une diminution par rapport à 2023. Donc, on est rendu à peu près combien maintenant, là, par année? Mettons, en 2022 ou 2023, c'était combien? 2022-2023, 2022, de mémoire, on est aux alentours de 10 à 9 000 mises en chantier. Okay. Alors, il y a une tendance à la baisse. Et en 2023, si je ne me trompe pas, on est à 7 700 mises en chantier. Bon, plus ou moins 10 mises en chantier, mais on comprend Comment on explique ça? Parce que moi, je peux vous dire que constamment, je regarde... l'autre jour, je prends mon vélo, je décide de prendre la piste cyclable, puis je m'en vais vers l'ouest. J'arrive au coin de Wellington et Peel, et puis je fais comme, mais voyons donc, j'ai l'impression que je suis dans une nouvelle ville. Tu sais, maintenant, il y a Adonis au coin de Wellington. Je veux dire, c'est un nouveau centre-ville, c'est rempli de grandes maisons. Il y avait un bureau de poste autrefois sur la rue Ottawa, c'est juste des gros immeubles. Puis comment ça se fait qu'on manque de logements? Ces logements-là sont-ils achetés et ou loués par des gens qui n'habitent pas au Québec? Non, c'est qu'en fait, il faut quand même voir qu'à Montréal, il y a certains secteurs qui se développent plus que d'autres. Mm-hmm. Donc, si le centre-ville se développe davantage que certains secteurs comme Rivière-des-Prairies. Mm-hmm. Donc, il y a cette dynamique-là. Maintenant, quand on regarde la dynamique du logement au sein de l'équipe Plante, il y a beaucoup de communication politique sur la question du logement. De dire que c'est une priorité, clairement, ce l'est pour les Montréalais et les Montréalaises. Ouais. Maintenant, quand on regarde concrètement, non seulement les mises en chantier sont à la baisse, mais quelles sont les mesures qui sont mises de l'avant? Et quand on regarde l'efficacité de la bureaucratie en matière de délivrance de permis, qu'est-ce qu'on constate? Bien, il y a des chiffres qui sont sortis assez récemment, je vous dirais, il y a de cela moins de 2 mois, qui nous démontrent assez clairement que de 2019 à aujourd'hui, il y a une augmentation importante du délai de délivrance de permis pour les nouvelles constructions. On parle d'une augmentation quand même de 120 jours, qui est importante. Et pour Ville-Marie seulement, Ville-Marie qui est l'arrondissement de la mairesse, rappelons-le, il y a le centre-ville. Là. Le centre-ville, exactement. Mais ça a doublé. À toute fin pratique, ça a doublé. On est passé là... délai? Le délai a plus que doublé, de 210 jours à 539 jours. Ben voyons donc. C'est ça la réalité. Ça, c'est beaucoup, là. Wow! 539 jours pour... Ça, excuse-moi, juste pour parler en français pour le monde qui nous écoute. Ça veut dire, je suis propriétaire d'un terrain. J'ai acheté un terrain, là, peu importe l'objectif. Et je décide de bâtir. Ça prend 539 jours pour avoir le permis de bâtir. C'est ça? En moyenne, c'est exact. Il faut comprendre aussi que dans le centre-ville, c'est des projets qui sont un petit peu plus peut-être complexes. C'est-à-dire que, bon, c'est pas des duplex, mais il n'en reste pas moins qu'une telle augmentation fait froncir les sourcils. Ben oui. On peut pas être devant ça puis se dire, voici un discours politique pro-logement, mais voici une réalité en matière d'efficacité bureaucratique qui va à contresens. Évidemment, il y a d'autres mesures. On peut penser à des mesures comme, j'ai envie de dire, l'entrave de l'administration. J'ai fait un papier l'année dernière sur cette question où certains projets ont été réduits de taille ou simplement bloqués. La question de Bridge-Bonaventure, qui est pas trop loin du centre-ville, à quelques jets de pierre du centre-ville essentiellement, on nous disait qu'il y avait un potentiel d'environ 15 000 logements. 15 000 logements, c'est énorme pour les Montréalais et les Montréalaises. La réalité aujourd'hui, c'est que l'administration a dit, un instant, on va y aller à 7 600, malgré des recommandations de l'OCPM qui nous dit, vous pouvez aller quand même plus vers le 9 000 et tout. L'administration a décidé non, on va garder ça environ à 50% du potentiel du projet. Mais ça, concrètement, il y a des impacts sur les mises en chantier. Mais je vous arrête ici. Ce nombre de logements, l'engagement de ces contracteurs-là, comporte-t-il du logement social? Parce que c'est toujours la même question. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un peu de diversité. C'était quoi l'histoire du 20-20-20? Je me souviens plus trop exactement. Non, c'est très important, le 20-20-20. Et parlons-en. La question, oui, de mémoire, il en contenait peut-être pas autant que ce que l'équipe en place en veut, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que parce qu'il n'y a pas exactement le type de logement que l'administration Plante considère qu'il devrait y avoir, il y aura
la moitié moins de logements. Je pense qu'en tant que société, devant le manque de logements, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'avenue qu'on veut entreprendre? Parce que le 20-20-20 que vous parlez, aujourd'hui, à Montréal, il s'agit principalement d'une taxe au développement. Et je m'explique, ça peut paraître contre nature, mais la réalité, c'est que le 20% de logements sociaux imposés, c'est ça ou une pénalité financière. Et quand on regarde les rapports de la Ville de Montréal à cet égard, parce que c'est une bonne chose. Il y a mieux que percevoir des pénalités financières? Ah, ben ça, vous pouvez en être sûr, parce que on va payer les pénalités financières dans 97% des projets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les promoteurs vont payer plus cher pour la construction des unités. Et qui va payer ça au final? Ultimement, c'est dans le prix de vente, bien évidemment. On va refiler ça dans le prix de vente. C'est assez classique quand même. Là. Très souvent, on préfère payer l'amende que de se conformer. Des cas sont nombreux dans toutes sortes d'affaires, que ce soit, par exemple, des déversements de terres contaminées, on a mieux payé l'amende que de se conformer. Mais ici, honnêtement, la question du 20% du logement social, c'est un objectif qu'une société peut se donner pour avoir un droit au logement. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas à convaincre les constructeurs d'y aller? Pourquoi préfèrent-ils payer l'amende, d'après vous? Bien, écoutez, moi, comment je le vois, c'est peut-être un petit peu c'est une approche alternative, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, puis vous l'avez dit, qui ont énormément de difficultés à se loger. Ah oui. Il y a une infime partie de la population, elle est très, très petite, qui n'arrive simplement plus et ont besoin d'aide. Pour ce groupe de personnes-là, et ça doit être une approche vraiment à la marge. Ça prend des logements sociaux. Ou ça prend certainement une mesure qui les prend en charge. OK? Ça, on n'a pas le choix, là, parce qu'il y a des gens qui sont vulnérables. Maintenant, pour ce qui est de monsieur, madame, tout le monde, qui est frappé de plein fouet par la hausse du prix du logement, ce ne sera pas avec des logements sociaux, ça va être en construisant davantage. Oui, il y a certains processus comme ce qu'on appelle la chaîne de déplacement qui a été également mis de l'avant par la SCHL qui nous explique essentiellement que le nouveau logement de Bridge Bonaventure que j'explique, clairement, moi, je ne me le paierai pas, le nouveau logement. Là. Il va être très, très cher. Disons qu'il va être peut-être à 500-600 000 $. Quelqu'un qui a 600 000 $ va l'habiter, mais la personne qui l'habite laisse un logement de libre par ensuite, qui va être habité par quelqu'un qui laisse un logement de libre. Et ce qu'on constate dans la littérature, c'est qu'il y a des effets bénéfiques pour l'ensemble de la société. Et donc, d'avoir une approche qui permet de construire plus est la clé. Évidemment, ça va prendre des mesures à la marge pour les personnes les moins nanties. Mais quand on regarde ce portrait-là et que l'on voit le plan de l'administration en place, où la construction... Ça fonctionne pas, de toute évidence. Ça fonctionne pas de toute Est-ce évidence. qu'il n'y a pas place pour une approche un peu mixte? C'est-à-dire qu'au Québec, le mouvement coopératif a beaucoup d'importance, ne serait-ce qu'à penser à notre banque, que la vaste majorité des Québécois utilisent, c'est la Caisse populaire des jardins. C'est une coopérative. Il y en a plein de coopératives qui fonctionnent bien. Est-ce que la coopérative d'habitation n'est pas quelque chose qui pourrait être plus soutenu? Parce que la coopérative d'habitation n'est même pas nécessaire. Ça peut être une coopérative d'habitation de millionnaires qui se bâtissent des condos avec des quais pour des bateaux. Ça se peut. On peut être dans une coop de riches, mais on peut aussi être dans une coop de gens moyens, de gens ordinaires ou même de gens à faible revenu. Est-ce que on ne devrait pas... Parce que rendu là, le municipal peut avoir un certain impact, bien évidemment, mais il faut que l'État s'y intéresse. Il faut que Québec soutienne un peu cette approche. Est-ce qu'il n'y a pas une place pour toutes les approches dans la situation, dans la crise du logement? Il me semble qu'il y a tellement de problèmes que tous les outils sont bienvenus. Bien, encore une fois, je pense que ça dépend qui va financer cela. C'est-à-dire que la personne qui ne peut pas se payer de logement parce qu'il n'y a pas assez de logement, et que essentiellement, c'est la base de l'économie. Oui, c'est l'offre et la demande. Exactement. On a une demande qui augmente et on a une offre qui stagne, sinon qui réduit en ambition essentiellement. Et donc là, on va avoir un prix à la hausse. Il y a des gens qui ne pourront plus se payer ça, mais qui vont payer à travers le taxe et impôt certaines innovations comme... Donc, il y a toute cette dynamique-là. Je pense que d'abord, c'est pas mon approche que je préconise. C'est vraiment une question vraiment axée sur les bases de l'économie, de l'offre et la demande, et de dire clairement, il nous manque d'offres. Bien, je comprends. Mais d'ailleurs, honnêtement, la dernière fois que je suis allé de la ville de New York, à ma grande surprise, j'avais le sentiment que justement, le logement moyen, pour le New-Yorkais moyen, il n'existait plus. C'était uniquement des hyper riches. Il y avait beaucoup de gens à Airbnb. Puis ce qui restait comme habitants, c'était du logement social. Puis ça, c'est intéressant parce que ça maintient la vie normale. Il y a encore une épicerie à côté. Il n'y a pas juste une place avec des capres importés, cueillis à la main par une fée. Tu sais. Il y a une dimension normale dans le logement social. Social housing aux États-Unis, ça fonctionne. En tout cas, il faut vraiment décloisonner. C'est comme la France. Il faut que tout le monde se parle. Ben, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Gabriel Giguère. On se reparle la semaine prochaine. Alors. Absolument. Salut.